Bonjour, bonjour, bon matin, mesdames. J'espère que vous allez bien. On est en compagnie de Françoise Briet ce matin qui va nous parler de comment transformer un échec personnel. Françoise me disait juste avant de commencer qu'elle va nous partager son histoire personnelle et j'ai tellement hâte de t'entendre, Françoise, et de parler de résilience, de changement, de croissance intérieure. Alors, j'ai très, très hâte d'entendre ce beau message. Je suis également en compagnie de mes collègues Léla et Saoussane. Je dois quitter un petit peu plus tôt ce matin, alors Léla sera votre hôte également pour la finale. Bienvenue pour celles qui ne sont pas au courant vraiment de qui nous sommes. Nous sommes le Centre Paro pour femmes. Notre mandat est d'éduquer et de supporter les femmes entrepreneurs, non seulement en Ontario, là où on a commencé il y a 35 ans, mais également maintenant à travers le Canada. Nous offrons également accès à du microfinancement, soit par les cercles de paro, qui sont des groupes de 4 à 7 femmes entrepreneurs, ou encore par l'accès pour les prêts allant jusqu'à 50 000 avec l'organisation WeHoc, dont le siège social est au Manitoba. Alors, ceci étant dit, Françoise, je te laisse la parole. Je te souhaite une belle présentation. Merci beaucoup. Bon, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Si je trouve où faire record, show. Où est-ce que c'est? Ah, share screen, pardon. Et nous allons aller sur la présentation. D'accord. Donc, je vais vous partager aujourd'hui quelque chose de très personnel. Euh, et je dirais, je changerai un petit peu le titre parce que au début, j'ai mis comment transformer une succession de coups du destin, un échec personnel ou professionnel en une expérience enrichissante, tout un programme. Je changerais bien le titre pour résilience, une étape à la fois. Donc, voici un petit peu l'agenda de la journée. Donc, je vais un petit peu vous parler de qui je suis. Ensuite, je vais vous parler de mon histoire personnelle, unique. J'ai appelé mon Golgotha et après ma renaissance. On va définir qu'est-ce que la résilience. Et la résilience, ça se cultive au quotidien, une étape à la fois. Et ça va être notre ligne directrice pour tout le webinaire. On va parler des étapes de la résilience. Les deux premières, c'est faire sens et trouver du soutien. On va faire un peu de science parce que pour comprendre l'importance de la santé mentale et du bien-être personnel, il y a des nouveaux axes de recherche qui permettent de mettre et de valider l'importance de ces deux paramètres. On va continuer sur les étapes de la résilience, moins d'angoisse et plus de confiance en soi. Je vais vous montrer l'impact de mon histoire sur mon entreprise. Vraiment, ça a été énorme et je suis toujours en phase de reconstruction et j'évolue toujours. On va faire un petit recap et la conclusion. Et vraiment, pour moi, ça a été une victoire à la fois pendant 6 ans. Alors, qui je suis? Je suis française et immigrante, j'ai un doctorat en nutrition. J'ai fait de la recherche clinique dans le domaine de la nutrition métabolique pendant de très nombreuses années. J'étais assistant professeur à l'Université de Toronto à mi-temps. Et comme beaucoup de femmes, j'ai touché le plafond de verre. Je n'ai pas pu avoir de position malgré le fait que j'avais des financements au niveau national et international. Mon patron m'a proposé un poste de technicienne tout en continuant à travailler comme chercheur et mettre son nom à sa place. J'ai refusé et il a fallu que je me reconstruise et que je trouve une nouvelle solution. Donc, je suis allée à l'école de commerce, à Humber College, j'ai travaillé dans le développement international. C'est là que j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont donné le goût et l'envie de créer mon entreprise. J'ai créé Malty and Hoppy Delicacy fin 2015, début 2016. Donc, je travaille avec les bières de microbrasserie. Je mets en avant le côté gastronomique et culinaire de la bière. J'ai fait une école de commerce encore pour un programme pour les petits entrepreneurs avec Yedi and Schulich School Business de l'Université de Toronto. Comme je suis seule, j'ai toujours travaillé à mi-temps pendant que je créais mon entreprise. J'étais le chef du consul de France à Toronto. Je ne suis pas chef de formation, mais ils aimaient mon idée
assez original de travailler avec les bières de microbrasserie. Ils m'ont donné la possibilité de devenir un chef. À la fin, avant que je parte, eh bien, je faisais des recettes de chef étoilé et j'avais énormément de compliments. Donc, ça a été super. Et puis, j'ai toujours ma compagnie, mais je travaille comme consultant à côté parce que j'ai envie de partager mon expérience et aider les femmes entrepreneurs. Donc, je suis aussi Growth Business Advisor pour Paro depuis bientôt un an, presque un an. Et là, et je suis résiliente parce que mon histoire fait qui je suis. Donc, voici mon histoire. Je l'appelle mon Golgotha parce que ça m'a pris 6 ans de ma vie. En juin 2016, alors que je finissais le programme à Schulich Business School, j'ai appris que mon frère avait disparu. Il avait laissé une lettre qui me laissait prévoir quelque chose de terrible et il s'est suicidé. Donc, il a fallu que je rentre en France et je suis restée un mois là-bas. Et puis, revenir, reprendre le travail, ça a été compliqué. Ça m'a pris un petit peu de temps. Je commençais juste à me remettre. J'avais un interview à Radio-Canada, etc. Il y avait des accidents de vélo, des gens morts. Les gens me disaient, parce que je faisais mon business sur Toronto à vélo, je faisais entre 4000 et 5000 kilomètres par an. J'adorais faire du vélo. Il y a eu des gens qui ont été tués en septembre 2017 et les gens m'en parlaient. Eh bien, j'ai été la suivante. J'ai eu un très grave accident de vélo avec 2 tibias cassés, une chirurgie, 3 mois alité. Donc, j'ai fait 3 hôpitaux différents et une maison de repos avant d'aller en rééducation. Et puis, en mai 2018, eh ben, j'ai senti une boule au niveau de mon sein gauche et j'ai été diagnostiquée avec le cancer du sein. Donc, j'étais à peine remise de mon accident, j'étais encore en rééducation. Et rebastin, on y retourne, chimiothérapie, chirurgie et finalement radiation. Tout ça sur une période un an et quelques mois. Donc, quand vous faites un cancer qui est hormonodépendant, on vous donne un traitement que vous allez prendre pendant 5 ans ou 10 ans. Moi, c'est 10 ans. Ça va être 10 ans parce que j'étais jeune quand j'ai eu mon cancer. Et j'ai commencé le traitement en 2019. Et le traitement va vous mettre en ménopause. Et quand vous êtes en ménopause, on vous change le traitement. Et c'est un nouveau traitement qui a une très mauvaise réputation puisqu'il a énormément d'effets secondaires. Et beaucoup de femmes l'arrêtent. Donc, ça a été un petit peu la galère pour moi. Aussi parce que, et j'en avais parlé au médecin, je pense que la chimio et la radiothérapie ont affecté ma thyroïde et j'avais beaucoup, beaucoup de mal. La 2022 a été très difficile. J'étais prête à laisser tomber tout. Puis j'ai eu une chirurgie de la thyroïde. Comme m'a dit l'infirmière de nuit qui s'occupait de moi, j'espère que c'était le dernier chapitre de toute cette galère et elle avait raison, que ça a été un renouveau. Donc pour moi, la résilience, ça se cultive au quotidien et on va voir un petit peu les différentes étapes. J'aimerais donner une définition de la résilience. C'est un terme qui a été démocratisé par Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, c'est un monsieur d'une plus de 90 ans maintenant, qui est d'origine juive, qui a été déporté, qui s'est sauvé à l'âge de 5 ans et qui a été sauvé par des justes en France. Et c'est un grand monsieur de la neuropsychiatrie. C'est lui qui a développé le terme de résilience en France. Grâce aux travaux d'Amy Werner, c'est une femme qui a travaillé avec des enfants dans la région d'Hawaï sur une période de 30 ans et qui a montré que des enfants dans une situation très, très difficile, il y en avait quand même 30% qui s'en sortaient. Et pourquoi? Donc, le mot a été proposé en 82. Il est emprunté à la physique pour caractériser le retour à un état antérieur d'un élément. Autrement dit, une capacité d'adaptation au choc traumatique. La résilience devient un kit de survie, très très vrai, pour transformer sa souffrance en une arme de reconstruction massive. La résilience est l'attitude de pardon-libération qui permet d'avancer face à un traumatisme ou une histoire difficile. Cette aptitude se développe grâce à un mental optimiste et solide qui va toujours de l'avant. Plus vous regardez en arrière, plus vous ressassez, moins vous êtes résilient. Plus vous avancez, tout en reconnaissant ce qui s'est passé, plus vous trouverez
la force et les ressources créatives pour transformer le problème en solution. Écoutez, tout est là. Donc, on pourrait arrêter le webinaire et puis juste discuter, mais je pense que c'est une très bonne définition de la résilience et on va regarder comment moi j'ai mis en place les différentes étapes sans vraiment savoir que c'était les étapes à mettre en place, ce qui est très intéressant. J'aime beaucoup l'idée, Boris Cyrulnik compare la résilience à faire du tricot. Et je trouve que c'est très, très juste. Vous faites une maille à la fois, un rang, deux rangs, et puis vous construisez quelque chose. Alors là, j'ai mis sur le côté un pull que j'aimerais me faire. Donc, j'ai la laine, j'ai le crochet, j'ai les explications. Il faut juste que je me mette au boulot. Mais tricoter, c'est vraiment ce qu'il faut faire quand on est en résilience. Donc là, j'aime beaucoup ce graphique parce qu'il montre vraiment toutes les étapes de la résilience quand on fait face à un choc. Il y a des choses qui sont très importantes avant le choc, qui doivent être mises en place pour vous aider à aller sur ce chemin et puis être une nouvelle personne à la fin, vous reconstruire. Disposer d'attachements sécures, de liens affectifs forts et sécurisants, très important. Être habitué à résoudre des problèmes, avoir confiance en soi et sa capacité à rebondir, savoir prendre de la distance par rapport aux événements, penser aux autres, faire preuve d'empathie. Donc, on va regarder un petit peu tout ça avec mon exemple. Je vais un petit peu aller en parlant des différentes étapes de résilience après mon trauma, qu'est-ce que j'ai mis en place, puis on finira par l'après. J'aime beaucoup ce dessin parce que ça résume exactement ce qu'il faut faire. Donc, la résilience, c'est faire face à l'adversité, se transformer. Je vais vous dire quelque chose, c'est très important. Ça va vous demander énormément d'efforts parce que mobilisation émotionnelle, cognitive, personnelle et familiale est importante. Il faut vraiment tout mettre en place pour pouvoir arriver avoir du succès, à se sortir de ça. On va commencer par les deux premières étapes, qui est faire sens et trouver du soutien. Alors, je ne vais pas vous cacher que le diagnostic du cancer, ça a été super dur pour moi. Après le suicide de mon frère, mon accident de vélo, j'avais beaucoup de ressentis. Je pensais que c'était injuste, j'avais de l'amertume, du désespoir, beaucoup de questionnements. Pourquoi moi? De culpabilité. Le cancer, c'est une maladie environnementale. D'accord? 50% des cancers peuvent s'expliquer par un problème d'obésité, donc nutrition, obésité, alcool ou pas d'exercice. Je me posais la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? D'angoisse et de colère envers les autres et moi-même. Quand j'allais les premières séances de chimio, que je voyais les autres patients manger des donuts, j'avais envie de leur sauter dessus, de les secouer, de leur dire, mais vous vous rendez compte, vous mangez ça, moi j'en ai jamais mangé. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai un cancer? J'ai aussi, comment je vais dire ça? Moi je voulais pas me faire soigner, d'accord? Après mon accident et puis la mort de mon frère, moi je voulais mourir. Euh, je- et les médecins, l'équipe clinique est arrivée à me retourner et à changer mes idées. Donc, quand ça s'est fait, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet pour trouver des informations qui allaient m'aider à comprendre le pourquoi. Alors, beaucoup de gens disent, quand vous faites face à un trauma comme ça, à une annonce aussi difficile à digérer, n'allez pas sur Internet. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est important d'aller sur Internet, mais d'y aller et de chercher des choses qui vont vous permettre à avancer et pas des choses qui vont enfoncer. Donc, moi, j'avais besoin de comprendre le pourquoi. Si je voulais guérir et trouver la force d'aller suivre les thérapies, il fallait que je comprenne pourquoi j'avais eu un cancer. Et puis, j'ai aussi cherché des modèles positifs, des femmes qui ont transformé leur maladie en quelque chose de créatif. Et ça m'a énormément aidé. Il y a une émission de France 2 qui s'appelle ça commence aujourd'hui et une fois, donc je regardais, hein, j'allais en traitement, donc je cherchais des choses. Hein. Et j'ai vu ces trois jeunes femmes de 32 ans, super belles, en traitement. Chacune d'elles avait créé une entreprise, quelque chose pendant leur cancer.
J'ai vu une autre femme qui était désespérée, qui supportait pas la perruque, qui n'avait plus d'estime d'elle. J'ai dit, je veux pas ressembler à cette femme-là, moi je veux ressembler aux trois petites jeunes. Et ça, juste ça, ça m'a donné de l'espoir en voyant ces femmes capables de transformer leur cancer en quelque chose de positif. Et je me suis dit, on y va. Mais j'ai aussi réfléchi, je me suis dit, Françoise, regarde, c'est le troisième trauma qui t'arrive, le troisième stress émotionnel. Ton corps t'envoie un message. Il y a quelque chose qui s'est déréglé. Il faut que tu écoutes ton corps, il faut que tu analyses, il faut que tu comprennes pour repartir sur des bonnes bases. Et c'est aussi le chemin que je suis en train de faire pour essayer, parce que pour moi, c'est important, quoi. Je me suis fait soigner, mais je ne veux pas que le cancer revienne. Puis pour être clair, quand j'ai été diagnostiquée avec le cancer, j'ai mis mon entreprise en stand-by pour prendre soin de moi, pour me reposer et pour être sûre que je sois prête pour le traitement au maximum. Donc, ce qui m'a sauvée, ce qui m'a permis d'expliquer le pourquoi, j'ai découvert la théorie du fly or fight. On va faire un peu de sens, mais le traumatisme, quand vous avez un gros traumatisme, il dit à votre cerveau et à votre corps, il faut que tu luttes, il faut que tu te sauves ou bien tu vas te figer. Tout ça pour te protéger, pour se protéger du danger. Et ça, c'est très important. Donc, j'ai découvert un interview d'un docteur qui s'appelle David Kayat, qui est un très grand cancérologue français. Donc, il parlait de son nouveau livre qui s'appelle L'enquête vérité, vous n'aurez plus jamais peur du cancer. Et pour moi, ça a été une révélation. Donc, il parle beaucoup du lien entre stress émotionnel et cancer dans son livre. Et puis, il reconnaissait que quand il était un jeune docteur, il ne croyait pas au lien entre stress émotionnel et cancer. Et c'est vrai, quand on parle de ça, beaucoup de médecins, beaucoup de gens vous disent non, non, ça n'existe pas. Non, non, c'est pas possible. Et des fois, c'est très violent. Et lui, à travers son travail de docteur sur plusieurs 30, 40 ans, il a vu le lien qu'il existait entre stress émotionnel et cancer à travers les histoires de ses patients. Alors pourquoi il y a ce refus des médecins de dire c'est possible, ça existe? Parce que la recherche, elle est basée sur une méthode scientifique qui a été développée par Claude Bernard. On a un groupe placebo-contrôle, un groupe traitement. On mesure différents paramètres sur une période plus ou moins là. On compare et on voit l'impact du groupe traitement par rapport au groupe placebo-contrôle. Si on veut étudier le stress émotionnel et l'impact du stress émotionnel sur le bien-être des gens, chez les hommes, c'est impossible. Je vais vous donner un exemple, et professeur Kayak le donnait. Vous avez 100 femmes qui viennent d'avoir un bébé, 50 des femmes vont garder leur bébé, 50 des autres femmes, on va tuer le bébé. Ça, c'est un super stress émotionnel. Puis on va regarder l'impact de stress émotionnel sur le bien-être, le développement des maladies chroniques, le cancer. C'est impossible à faire chez l'homme. Mais beaucoup de médecins ne vont pas reconnaître la limite de la recherche scientifique pour expliquer ce qui se passe. Et je vais vous montrer un nouvel axe de recherche sur la prochaine diapo, je pense, ou celle d'avant, où vraiment, je pense qu'on va montrer l'importance de la santé mentale et du bien-être sur la santé. OK? Donc, voilà, on en était là. Donc, il a aussi parlé d'études rétrospectives qui ne sont pas aussi sweet, je dirais, que les études basées sur la méthode scientifique, mais on a montré qu'il y avait un lien de cause à effet entre stress émotionnel et cancer. Les survivants de la Shoah ont une incidence plus élevée de cancer. Il y a aussi une étude scandinave qui a montré que des femmes qui sont veuves, sans enfants, sans support social, isolées, sans l'aide de leur famille, elles vont développer plus le cancer. Donc, cette théorie du lutter ou fuir, ça a été, qui est associée à un développement des maladies chroniques et du cancer, a été très bien démontré avec un modèle animal. Ça, c'est l'expérience du professeur Ladbury. Vous avez deux cages qui sont séparées par une petite porte. Vous mettez un petit rat dans la première cage. Vous faites passer de l'électricité au niveau du sol. Le rat part dans la deuxième cage, qui est safe, donc il n'y a pas d'électricité, pas de développement de maladies chroniques de cancer. Vous mettez deux rats dans la première cage, vous fermez la porte, vous faites passer l'électricité, les rats se battent, pas de développement de maladies chroniques de cancer.
vous mettez un petit rat tout seul dans la cage, pas de possibilité de s'enfuir, vous faites passer l'électricité régulièrement, le petit rat va développer des maladies chroniques et même le cancer. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, très important. Cette stratégie de lutter ou fuir, c'est développé depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qu'on a en nous qui est inné. Et moi, je ne pouvais pas faire face. Quand j'ai eu mon accident de vélo, je suis arrivée à l'hôpital, je hurlais. Je demandais pourquoi j'étais pas morte. Pour moi, j'allais perdre mon entreprise. Tout était foutu, tout était fini. C'est le message que j'ai envoyé à mon corps. J'ai fait énormément de... Chaque fois, comme les premières nuits, etc., après l'opération, j'ai fait des cauchemars, des crises d'angoisse. Il fallait faire venir l'interne. À chaque fois qu'on m'a changé d'hôpital, rebelote, recrise d'angoisse, etc. Même quand je suis rentrée à la maison, même pendant mon cancer. Je, il y avait quelque chose, j'arrivais pas, j'étais coincée dans mon lit, je ne pouvais ni lutter ni fuir. J'étais prisonnière de mon corps et dépendante de cet accident et j'avais peur parce que je pensais que j'allais pas du tout m'en sortir et que j'allais tout perdre. C'était incroyablement fort et je pense que ça m'a énormément impacté. Le stress en lui-même, c'est quelque chose qui n'est ni bon ni mauvais en soi. Oui. Allô? Désolée, désolée, je suis désolée. Ah, oh, c'était pas pour vous. Je suis vraiment désolée. OK. Donc, c'est une réponse physiologique normale à une situation stressante. La pression au travail, les problèmes familiaux, les problèmes financiers. Et même le stress, ça peut être super bon. Parce que, par exemple, moi, si j'ai un deadline, je travaille très bien sous stress. Je suis très, très efficace. Le stress commence à être problématique lorsqu'il est prolongé ou répété. Il a des effets néfastes sur la santé mentale et physique, tels que la dépression, l'anxiété, les maladies cardiaques et l'hypertension artérielle. C'est très important d'être capable de travailler sur soi-même et de minimiser l'impact du stress. Pour le cancer, comme je viens de le dire, c'est quand vous arrivez à un point où vous ne vous pouvez plus faire face à ce stress, à cette tristesse, à un point où vous pensez ne pas pouvoir vivre davantage. C'est ce qui s'est passé quand j'ai eu mon accident de vélo. Je ne voulais plus vivre. Je pensais que j'allais perdre mon business. Pour moi, tout était fini. Et dans ce cas, votre corps vous dit, il n'y a plus d'issue, je n'y arrive plus, c'est trop. Et à ce moment-là, il y a des mécanismes qui vont se mettre en place pour rabaisser vos défenses immunitaires et les cellules cancéreuses ne sont plus un danger pour vous, elles peuvent se multiplier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, je vous ai mis un petit dessin il va y en avoir plein comme ça, parce qu'une des filles qui avait créé son entreprise, elle fait des bandes dessinées sur le cancer et sur sa vie, et elle vient de ravoir un cancer, là. Elle a eu un bébé, mais je pense que elle est en traitement là, et ça va être un traitement chronique, et c'est très intéressant de la suivre, mais il y a beaucoup, beaucoup d'humour pour les femmes qui ont eu un cancer, et j'adore lire ça parce que ça me fait sourire et rire, et ça me parle énormément. Donc elle, c'est 6 ans de traitement, mais moi, vous pouvez rajouter 5 ans, il y en a pour 11 ans. Donc voilà. Je vais vous parler de quelque chose qui est très intéressant, qui est la génomique sociale. C'est un nouvel axe de recherche qui existe depuis 20 ans, donc c'est très, très nouveau, qui a été développé par Dr. Steve Cole à UCLA. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce nouvel axe de recherche, parce que c'est un domaine qui examine pourquoi et comment différents facteurs et processus sociaux, comme le stress social, les conflits, l'isolement, le rejet, l'attachement, affecte l'activité du génome. Waouh, on y est, on va pouvoir prouver l'importance de la santé mentale, l'importance du bien-être grâce à la génétique. Donc, il y a eu plusieurs études. Je vais vous donner 3 résultats. OK. Oui, Leïla? Oui, Françoise, juste pour notre audience, donc quand tu parles de l'activité du génome, Oui. est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que le génome très brièvement Ah ouais, merci. et, et, Oui. euh, et l'importance, enfin la profondeur de ce que ça veut dire quand ton génome commence à bouger dans un autre sens, peut-être. Exactement, il va y avoir les exemples à la fin. Donc, le génome, c'est votre ADN.
Donc, l'ADN va être transformé en ARN, en protéines, et les protéines peuvent avoir une activité plus ou moins bonne sur votre corps. Donc, vous pouvez augmenter l'expression de certains gènes ou réprimer l'expression de certains gènes. D'accord? Donc, l'étude du génome et comment l'expression, donc augmenter l'expression de certains gènes. Donc, je vais passer au dernier exemple. C'est exactement, ça va bien vous expliquer. Parce qu'ils ont montré que 8 semaines de méditation impactent l'expression de 1500 gènes dans le corps. Ils ont prouvé qu'il y avait 800 gènes associés à la santé qui étaient activés. Donc, ça veut dire que c'est bon pour vous. D'accord? Vous allez être, votre santé va être améliorée. Ils ont aussi montré que 600 gènes associés avec le stress étaient réprimés. Donc, il n'y avait plus d'expression de ces protéines, plus d'activité au niveau de votre corps. Donc, je pense que le dernier exemple montre exactement ce que c'est, la génomique sociale, et montrer l'activité du génome. C'est-à-dire qu'on regarde comment les gènes sont régulés, augmentés, diminués, et quel impact ça va avoir sur l'expression de certaines activités qui sont plus ou moins importantes, soit d'un point de vue de santé, soit un point de vue de maladie. C'est bon? Ça te va? OK. Oui, merci. Parfait. Merci, Françoise. OK. Donc, ils ont étudié le génome dans un modèle animal, et moi, je trouve que c'est super intéressant parce qu'ils ont pu faire la relation entre expression au niveau des génomes et cancer. Donc, ils ont injecté des cellules cancéreuses à des petites souris, puis ils les ont mis dans des situations sociales différentes. Ils ont montré que le cancer grossissait ou ne grossissait pas, dépendant de la situation de stress. On met les petites souris toutes seules. Une petite souris toute seule, c'est comme nous, c'est un animal social. Eh bien, elle va développer un cancer parce qu'elle est toute seule. Très important. Ils ont mis plein de petites souris ensemble dans une cage. Donc, on n'est pas bien, etc. Eh bien, la petite souris, elle a développé le cancer. Ils ont mis des petites souris dans des situations, dans un environnement très agréable, très adéquat. Il n'y a pas eu de développement du cancer. Donc, ils ont étudié les changements au niveau du génome. Ils ont pu relier ça à quelque chose de physiologique, donc le cancer qui grossit plus ou moins vite, selon la situation du stress. Et puis, ils ont aussi montré, et ça, je pense que c'est très important parce qu'on est toutes des femmes, que les femmes soumises à un niveau de stress élevé, avec un faible soutien social, ont 9 fois plus de chances de développer un cancer du sein. Ouais, moi, je veux qu'on s'arrête quelques secondes là-dessus. 9 fois plus de chances de développer un cancer du sein. Donc, ça montre l'importance du soutien social, l'importance de la santé mentale, l'importance du bien-être. Et ça, pour les femmes, des fois, je pense que les femmes, on a plusieurs casquettes. On a un travail, on doit s'occuper de la maison, on a des enfants, on doit soutenir son mari, et on s'oublie. Et ces résultats montrent l'importance de prendre soin de soi. Oui, vas-y, Leïla. Je voudrais juste faire un petit lien justement avec le travail de Oui, paro. oui, Et oui, quand on oui. voit nos clientes, et Vas-y. certaines d'entre elles veulent juste justement avoir ce soutien social, cette autre personne qui est là pour justement apporter enfin ce filet. C'est pas un filet social, mais une petite aide comme ça, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, et ça fait une différence dans Oui, leur vie. non, moi, je suis tout à fait donc d'accord. Et des fois, c'est difficile de leur expliquer l'importance de ça, du soutien social, parce qu'ils veulent arriver où ils veulent arriver. Tu vois ce que je veux dire? Je veux de l'argent, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais ils comprennent pas. Et moi, c'est ce que j'ai appris avec mon concert. Si je suis bien dans ma tête, bien dans mon corps, je vais être successful avec mon entreprise. Et ça, c'est un paramètre difficile à leur faire comprendre. OK? Donc, on va passer à la prochaine. Donc, moins de stress, ça diminue la progression de la maladie et ça a meilleure réponse aux médicaments. Ça, c'était dans mon cas. C'est ce que j'ai mis en place quand j'étais diagnostiquée. Trouver du soutien, ça, c'est une étape très importante. Donc, quand vous faites face à un traumatisme comme le cancer, à un stress émotionnel comme ceux à lesquels j'ai fait face, prendre son temps, avoir du recul, pour éviter les mauvaises décisions, c'est très, très important. La solitude et l'angoisse sont vos pires ennemis.
Quand mon frère s'est suicidé, je suis revenue. Moi, j'étais pas bien, hein, mais j'ai trouvé de l'aide. J'ai trouvé une organisation soutenue par la ville de Toronto qui offrait un programme de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, aux gens qui avaient vécu ce que j'avais vécu. Donc, un membre de leur famille qui s'était suicidé. Donc, ça m'a énormément aidé. Quand j'ai eu mon cancer, j'ai passé 1 heure et demie avec, moi mon médecin de famille est à Women's College Hospital. J'ai passé 1 heure et demie avec mon jeune médecin qui s'occupait de moi, plus les 2 responsables du service, où on a parlé, parce que moi, je voulais pas me faire soigner, d'accord? On a parlé, on a ri, on a pleuré, et elles m'ont retourné. Et à cette époque-là, elles m'ont dit, Françoise, mais tu es une nutritionniste, mais tu vas voir, après ton cancer, tu vas développer des choses super intéressantes, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et j'étais là, non, 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 c'est pas possible. Non, je le ferai pas. Non, je veux pas me faire soigner. Mais elles avaient raison. Donc, trouver cette aide, c'est super important. Le travail de la parole, très important de se compter, de trouver quelqu'un avec qui parler. Parce qu'un des challenges, c'est être capable de contrôler ses émotions et s'exprimer intelligemment quand on fait face à un trauma, quand on fait face à un stress émotionnel. Expliquer le mal-être et ce que l'on ressent. C'est ça, c'est important. Je l'ai mis en rouge, la solitude et l'angoisse sont vos pires ennemis. Donc, il faut essayer de trouver des solutions pour essayer de mitiguer, comme on dit, la solitude et l'angoisse. Donc, aller chercher quelqu'un qui va vous aider, ça peut être une amie, ça peut être un professionnel, c'est important. Quelqu'un avec qui vous avez plaisir à parler, quelqu'un qui vous sécurise, mais aussi qui vous permet de réfléchir, de trouver des solutions. Moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle. Bon, le suicide de mon frère, hein, il y a une raison. Mais quand je viens d'une famille où il y a eu beaucoup de difficultés. Et avant mon accident de vélo, quand je faisais de la recherche, si je faisais face à des problèmes, j'avais besoin d'aide, je suis toujours allée chercher de l'aide. Et des fois, je voulais régler mon problème avec ma famille. Ok, je suis partie à 8000 km à 30 ans, il y a une raison. Et j'ai cherché de l'aide, mais je ne trouvais pas les bonnes personnes. Ok, il faut trouver les bonnes personnes. Ok, quelqu'un qui va vous sécuriser et qui va vous aider à grandir, à devenir quelqu'un d'autre. Moi, tout ce parcours que j'ai fait avec du soutien de mes amis ou du soutien d'un professionnel, ça m'a aidé à mieux me connaître, à comprendre la situation, mettre en place les premières étapes du processus de résilience. Et ça m'a aidé aussi à résoudre mon problème que j'avais avec ma famille. Et ça, je pense que ça a été une grosse, grosse étape. On va passer à 2 autres aspects qui sont très importants pour la résilience, qui sont moins d'angoisse et plus de confiance en soi. Parce que je ne pense pas que vous pouvez aller dans un processus de résilience si vous n'avez pas confiance en vous. Donc, comment être moins angoissé au quotidien? Donc, quand on fait face à un stress émotionnel ou un trauma, on souffre 2 fois. Pourquoi? On souffre du coup que l'on a reçu, mais aussi de la représentation du coup que l'on a reçu. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi je ne peux pas me défendre? Et moi, je vais vous dire quelque chose. Ça a été ma vie pendant des années et des années avant que je résolve le problème avec ma famille. Je ne parlais pas, je ne m'exprimais pas, je ne disais rien, j'accumulais les choses et j'explosais. Donc, c'est exactement ce que j'explique qu'après, on rumine, on aggrave la souffrance, on l'entretient, on la revit, on l'inscrit dans notre mémoire, on a de plus en plus mal, on ne pense qu'à ça, on fait des cauchemars, on est physiquement et émotionnellement fatigué, on fait de la somatisation. Moi, j'ai fait de la somatisation. Il y a un moment où je ne pouvais plus accumuler toute cette angoisse que mon corps me disait, écoute Françoise, il faut que tu arrêtes, je tombais malade. D'accord? Donc, il est important d'agir. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant quand j'ai fait la recherche pour préparer ce workshop, c'est l'importance de développer son empathie malgré ses souffrances pour moins souffrir. S'intéresser à l'autre est un trop bon protecteur. Et je trouve quand on est dans ce processus d'angoisse, on souffre, on se referme sur soi-même et on ne pense pas nécessairement aller à s'intéresser à l'autre. Et c'est quelque chose que je fais et j'ai mis en place depuis que j'ai eu mon cancer. Donc, si vous avez des petites choses à retenir de ce webinaire aujourd'hui, s'intéresser à l'autre est un très bon protecteur, c'est important. Oui, vas-y, Leïla.
J'allais dire justement à notre audience que tu es en train là de faire tomber des perles. Alors, s'intéresser à l'autre pour sortir de soi, c'est un excellent remède. Voilà. Exactement, et on ne le sait pas. Et il y a très peu de gens qui te le disent, je pense. Et aussi très important, c'est le sport, la méditation. Donc tout ça, faut vraiment se créer un environnement qui va vous aider à vous sentir mieux. Comment retrouver la confiance en soi? Alors là, je vous ai mis encore un petit dessin. Parce que quand on souffre d'un cancer du sein, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Est-ce qu'on ampute ma féminité si on touche à mes seins? Et moi, je l'ai vécu avec des crises d'angoisse, de panique. J'ai fini à l'hôpital, aux urgences. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais mourir, je me suis rendu compte que je ne serais plus une femme. Et rebelote, on retourne voir le psychologue, le psychiatre, mais ça m'a beaucoup aidé. Donc j'aime beaucoup cette jeune femme, ce qu'elle met en place, parce que c'est vraiment des... Quand vous finissez votre traitement, on vous laisse tout seul avec cette question. Et il y a des femmes qui ne s'en sortent pas. Moi, j'ai rencontré des patients, ils n'ont plus de vie après un cancer. Moi, je ne voulais pas être comme ça. Donc la confiance en soi, ça nous est donné ou pas dans la petite enfance. Donc moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle avec une maman bipolaire. Donc, ça n'a pas été facile. Si la mère est heureuse, elle va vous communiquer son bonheur. Ça va vous permettre de développer votre estime de soi et votre confiance en vous. Donc, le modèle de ma maman, ça n'a pas été ça, mais j'ai eu ma grand-mère. Donc, ma grand-mère m'a aidée. J'ai une énorme confiance en moi. Oui et non. Une estime, oui et non. Une confiance en moi, oui et non. Mais je devais quand même avoir confiance en moi parce que j'ai fait des études jusqu'au doctorat, sachant que ma famille était contre ça. Donc, il y avait peut-être quelque chose. C'était peut-être un canard à trois pattes, ou vous voyez ce que je veux dire, mais il y avait un petit peu les débuts qui étaient là, qui vont m'aider à être résiliente toute ma vie. Un petit peu d'estime de moi, un petit peu de confiance en moi. Les amis, l'entourage sont importants. Je suis grâce aux autres. Et ça, moi, je l'ai découvert avec mon cancer, avec mon accident de vélo, mon cancer. Ma famille m'a fait me sentir quelqu'un de pas valuable, valable, d'accord? Malgré mes études, je ne pensais pas que j'étais quelqu'un de valable. C'est cette image-là. Mais quand j'ai eu mon cancer et mon accident de vélo, c'est mes amis, mon entourage, qui m'ont montré que j'étais quelqu'un d'exceptionnel et ils m'ont aidé. Et j'ai découvert que j'étais quelqu'un de valable à ce moment-là. Ça m'a pris presque toute ma vie, mais c'est tellement important de construire cette estime de soi, cette confiance en soi. Parce que quand on a confiance en soi, on a le désir d'explorer, d'apprendre, mais aussi d'analyser, de discuter, d'argumenter. On a le plaisir du bavardage. C'est très, très important. Moi, quand j'étais une jeune adolescente et une jeune adulte, une adolescente, une adulte, à cause du poids de ma famille et de l'image qu'elle me renvoyait, je ne parlais pas. J'étais isolée. La seule chose qui m'aidait à sortir du monde où j'étais, ce sont les études. Les études m'ont sauvée. Partir à 8000 km, ça m'a sauvée. Mon frère est resté, il s'est suicidé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important, la confiance en soi. D'accord? Alors ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est se rappeler ces petites victoires. Moi, je tiens un carnet où je répertorie mes accomplissements et mes victoires. Tiens, je suis arrivée à dire ce que je pensais. Tiens, je suis arrivée à dire que je ne suis pas d'accord. Quand j'étais une jeune adulte, j'étais incapable de faire ça. Moi, quand j'étais une jeune adulte, j'étais entre le point numéro 1 et 4. Je ne le ferai pas. Je ne peux pas le faire. Je voudrais le faire. Comment le faire? J'étais incapable de passer au numéro 5, 6, 7 et 8. J'adore ce dessin. Avec mon accident de vélo, avec mon cancer, avec l'aide que j'ai eue, le psychologue, les travailleurs sociaux, le psychiatre, maintenant je suis capable de passer au numéro 4, 5, 6, 7, 8. Comment le faire? Je vais essayer. Je peux le faire. Je vais le faire. Je l'ai fait. Et mon petit carnet avec tous mes accomplissements et victoires, si ça ne va pas, je regarde. Je dis, OK, Françoise, regarde. Tu as tricoté ta résilience. Tu as fait une petite maille à la fois, un rang. Regarde où tu es arrivé. Tu vas pouvoir le faire. Et je l'ai fait. Donc, c'est une phrase après une phrase, une rencontre après une rencontre. On fait des petits progrès, mais c'est très important.
Puis je vais revenir à ça. Il ne faut pas être isolé, il faut s'engager dans une association, dans une activité pour ne pas rester seul. Il faut aller s'occuper des autres pour mieux se connaître et apporter un petit peu de côté positif dans votre vie qui va vous aider à mettre en place toutes ces différentes étapes pour la résilience. Et je répète encore une fois, et c'est très important, je suis grâce aux autres. Vous êtes la personne que vous êtes grâce aux autres. Et ça, c'est vraiment, vraiment super important. Là, c'est un petit peu un recap. C'est un document que j'ai trouvé dans un article que je vous conseille de lire, et j'ai mis les références à la fin. La résilience révélatrice de talent. Parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'ai découvert mes talents ou d'autres talents que je ne connaissais pas. Donc, faire face et accepter la situation et le soin de soi, très important. Faire face à son propre déni. Moi, j'ai une amie, en ce moment, j'essaye de l'aider. Elle est en complète déni. J'arrive pas à lui faire comprendre que ça va pas, la direction qu'elle prend. Accepter la situation pour se mobiliser avec courage. Faire alliance avec soi-même, très, très important. Retrouver l'estime de soi et la confiance. Reprendre le contrôle interne. C'est ce que j'ai fait quand j'ai eu mon cancer. Je me suis dit, OK, Françoise, ton corps te lance un message. Il faut que tu comprennes, il faut que tu reprennes les choses en main, il faut que tu sois maître de toi-même. Rester concentré sur l'objectif majeur. Mon objectif, c'est de pas de avoir un cancer, de changer ma vie. Vous allez voir à la fin, d'être une nouvelle personne et d'être successful. Savourer les victoires intermédiaires. Vous ne pouvez pas savoir, je le fais tous les jours. Tous les jours, je savoure mes victoires parce que ça m'aide à continuer à progresser, à avancer. Donner du sens aux événements. Regarder autrement l'événement. Mon cancer, je l'ai regardé autrement. Je n'étais plus coupable. C'est la situation, ce qui m'est arrivé avant mon cancer, qui a fait que mon cancer a grossi. Le cancer, on renouvelle des millions de cellules tous les jours. Donc, des mutations dans les cellules, il y en a. Des cellules cancéreuses, on en a. On en produit tous les jours. Il y a un déclic, un changement dans l'environnement qui va faire que votre cancer va grossir. D'accord? Donc, le fait de regarder les vêtements différents, de plus se sentir coupable, pour moi, ça a été important. Retisser et témoigner sur le non-sens. Après mon cancer, j'ai fait plusieurs fois des interviews à Radio-Canada où j'ai parlé de l'image de soi, le fait de rebondir, de se ressentir femme après un cancer, malgré qu'on vous a amputé d'un sein, on va le dire. Moi, ça m'a pris, il a fallu vraiment que je travaille sur moi. Hein. Je me suis dit, je me comparais à une Amazone. OK? Oui, je suis une Amazone. Le côté positif encore, on y va, on est positif. Reprendre contact avec le monde extérieur sans tabou ni déni. Affronter le déni extérieur. Alors ça, c'est très important parce que le cancer, ça fait peur. Et le cancer, même si vous avez l'air d'être en santé, vous êtes malade. La première fois que vous allez en chimio, vous n'êtes pas malade, mais la chimio va vous rendre malade. Vous finissez le traitement du cancer, vous avez un traitement hormonal qui va faire que vous n'allez pas être super bien tous les jours. Et les gens ne comprennent pas ça. Vous avez eu la chimio a complètement transformé votre cerveau, vous n'avez plus de mémoire, vous avez des problèmes, etc. Je vais vous donner un exemple. Une de mes meilleures amies, juste après mon cancer, à 32 ans, a eu un cancer. Donc, je l'ai aidée, etc. Elle me racontait qu'une fois, elle était à Costco et elle ne retrouvait plus la voiture. Donc, elle a appelé son compagnon de venir l'aider à trouver la voiture. Mais ça, quand on vous regarde, on ne voit pas ça. Et ça, c'est ce qu'on vit tous les jours. Donc, vous allez faire face, on fait face des fois à des réflexions des gens, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu n'y arrives pas? Mais parce que je ne suis pas capable à ce moment-là. J'ai besoin encore de repos, j'ai besoin encore de me reconstruire pour pouvoir arriver à faire les choses comme il faut. Et moi, ça m'a pris du temps. Assumer et donner de la valeur à son expérience. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Pour moi, c'est très, très important parce que il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'aide. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu l'impact de mon histoire sur mon entreprise.
Alors, je vais vous dire, quand j'ai fait ce diagramme, ça m'a un petit peu chamboulé parce que je me suis dit, waouh, entre 2016 et 2023, ça fait 7 ans de ma vie. Ça m'a pris 7 ans à tomber, me relever, tomber, me relever, recréer quelque chose. Donc, pour moi, ce qui a été important tout au cours de cette vie, de ces 7 années, c'est le support santé mentale. Très, très important. Trouver de l'aide, il y a de l'aide, d'accord? Il y a plein d'organismes qui peuvent vous aider, votre médecin de famille peut vous aider. La solidarité, l'aide de mes amis. Quand j'ai eu mon accident de vélo, je devais aller en cuisine commerciale. Quelques jours après, j'ai envoyé un message à Christine, qui est la personne qui a la cuisine commerciale où je vais, Manning and Canning. Et je lui ai dit, tu sais, Christine, je ne serai pas là dans 2 jours, j'ai eu un accident de vélo. Et j'ai découvert, je vais essayer de ne pas pleurer, quelques jours après qu'elle avait fait un GoFundMe pour moi, pour m'aider à faire ma saison de Noël. Donc j'ai eu de l'argent par plein de gens, pas énormément, mais assez pour payer des gens pour faire ma saison de Noël. Et ça, j'avais rien demandé. Ça, c'est la solidarité entre femmes, ça, c'est l'aide des amis. J'ai eu mes amis qui me sont venus me visiter régulièrement. Ma famille n'a pas été là, ok, mais ça a été très important. Le support à la solidarité, très important. Puis j'ai fait une récupération cognitive, ok, j'ai appris de nouvelles choses, j'ai travaillé sur ma mémoire, etc. Même chose après le cancer du sein. Support santé mentale. La Fondation canadienne du cancer, ils ont des volontaires qui peuvent vous aider au cours de votre traitement. Alors malheureusement, il y a très peu de francophones, il n'y avait qu'une francophone, mais elle m'a aidée. J'ai été acceptée et elle m'a aidée tout au cours du traitement sur le cancer. Puis j'ai fait la même chose avec mon amie Julie quand elle a été diagnostiquée avec le cancer du sein à 32 ans. Récupération cognitive encore beaucoup plus importante avec le cancer du sein, avec la chimio. Solidarité, aide de mes amis, ben oui, j'ai fait quelques événements, même après mon accident de vélo, ça allait, mais pendant ma chimio, après ma chimio, des amis sont venus m'aider pour faire quelques événements. Je me rappelle, on a fait un événement à l'Université de Toronto. Une de mes amies était là avec ses 2 petites filles. Et c'est les 2 petites filles de 9 ans, 10 ans qui vendaient les produits. Moi, j'étais pas très bien parce que je suis en chimio, mais ils m'ont beaucoup aidé. Mon travail au Consul de France, le Consul de France m'a aussi beaucoup aidé. Mise en place de mécanismes de résilience. Comme je vous ai dit, j'avais regardé l'émission, ça commence aujourd'hui. J'avais vu ces 3 femmes qui avaient créé quelque chose pendant leur cancer. Moi aussi, je l'ai fait. Avec l'aide du Consul de France, on a créé une compétition qui s'appelait Elles sont food and you, qui était ouverte à toutes les femmes francophones, anglophones, dans les métiers de bouche, chef ou pas chef, pour créer le meilleur cocktail, donc finger food. J'adorais faire des cocktails et finger food quand j'étais au consulat. Donc, on a fait ça, c'était énorme. Le matin, j'étais au consulat, je travaillais sur ce projet. L'après-midi, j'étais en radiothérapie. Pour moi, c'était ça. Je faisais un pied de nez au cancer en lui disant, tu ne vas pas m'avoir, tu vois, je me réinvente, je fais des choses que je n'ai jamais fait dans ma vie. J'apprends. C'était un apprentissage inattendu mais important. J'étais en train de recréer le nouveau moi. Puis j'ai décidé de quitter mon travail en 2020, juste avant le Covid, et le Covid est arrivé. Et là, je me suis dit, purée, mais Dieu, tu ne veux vraiment pas que je m'en sorte. Alors, j'aurais pu me mettre un oreiller sur la tête et me dire, oh, ben non, c'est foutu, là, j'en peux plus. Non. J'avais tellement mis en place des étapes de la résilience que j'ai dit, ben écoute, prends ça comme une chance. On a repensé complètement la compagnie. J'ai obtenu des financements pour pouvoir faire un nouveau site web, un e-commerce et d'autres choses. J'ai accumulé des petits succès qui m'ont aidé à commencer à faire évoluer ma compagnie. La thyroïde, l'inflation. Bon, j'ai dit en 2023, j'ai eu ma dernière opération. Je me sens beaucoup mieux. Je suis revenue physiquement au même niveau que j'étais avant mon cancer, avant mon accident de vélo. Donc pour moi, ça a été un renouveau très, très important. Mais une de mes stratégies et quelque chose qui est important pour moi, c'est prendre soin de moi, trouver des nouvelles solutions pour améliorer ma vie, mon bien-être. C'est créer le nouveau moi.
Et là, je suis en train de me réapproprier ma compagnie. Pourquoi? Parce que ce up and down, bah, ça a quand même affecté l'évolution de ma compagnie. OK? On a fait face à un Covid-19, on fait face au problème de l'inflation. Ça change énormément euh, les, la société, la façon dont les gens achètent. Donc, je suis en train de comprendre les changements sociétaux. Je suis en train de repenser ma compagnie pour en faire une différence. J'aimerais transformer ma compagnie en compagnie sociale. Ça, on est en train d'en discuter avec une organisation. Donc, voilà où je suis. Je ne sais pas si je vais réussir. Je ne sais pas si ma compagnie va exister dans quelques années. Mais je suis une nouvelle personne. Je fais quelque chose que je n'ai jamais fait. Je suis un consultant. Je parle aux femmes. J'explique ce qui s'est passé dans ma vie. Je veux leur donner envie de faire des choses. Pour moi, c'est important, c'est le nouveau moi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le chemin à parcourir pour rétablir les équilibres et les transformer en quelque chose de nouveau est immense. Je reviens juste à ça. Ça m'a pris 7 ans de ma vie. C'est vrai, quand je pense juste à ces 7 ans, j'ai envie de me dire, ben, c'est pas possible, hein. Je pourrais commencer à être angoissée, à être négative, à tomber en dépression, mais non. Quand je vous dis, je regarde mon petit carnet, je me dis, regarde ce que tu as fait. Tu as quand même réussi pas mal de choses. Tu as mis en place ta résilience pour réussir et devenir quelqu'un, ou essayer de devenir quelqu'un. On va repasser à ce petit dessin que j'aime bien et on va se focaliser sur l'après. La personne s'en sort transformée, elle réapprend à vivre autrement. C'est exactement ce qui se passe. Elle perd plus de temps, j'essaye de ne plus perdre de temps. Elle a des relations sociales et affectives plus denses, ah ouais, complètement. Elle multiplie les expériences, j'essaye. Donc mes objectifs pour 2023 étaient de perdre du poids et de diminuer les effets secondaires liés au traitement anti-cancer que je dois prendre pendant 10 ans. J'ai perdu 20 kilos. Je parlais au médecin, je leur disais, je voudrais perdre du poids, le traitement que je fais m'a fait prendre du poids, j'arrive pas à faire du sport, je veux perdre du poids. On a un médicament pour vous. Je ne veux pas prendre de médicaments, je veux trouver un médecin qui comprend le genre de recherche que je faisais et qui l'applique et qui a mis en place un régime. Il n'y a personne sur Toronto, il faut aller à New York, j'ai trouvé quelqu'un sur Toronto. Je suis suivie tous les 15 jours, j'ai perdu 20 kilos. Et j'ai diminué les effets secondaires liés au traitement. Wow, victoire 2023. Mes objectifs pour 2024, c'est faire du sport, du yoga, de la méditation. C'est trouver un équilibre entre travail et santé mentale, bien-être personnel. Mes objectifs pour les années à venir, c'est d'être heureuse. Très, très important. Faisons juste un petit résumé de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Faire sens au trauma, très important, et trouver de l'aide. Importance de la parole. Prendre son temps pour guérir et se reconstruire. Trouver des expériences positives qui sont inspirantes. Ça, c'est mon petit truc à moi. Quand je dis l'émission, ça commence aujourd'hui, c'est super. J'ai trouvé vraiment beaucoup d'aide dans cette émission. Prendre soin de soi, de sa santé, de son énergie. S'accorder des petits moments à soi. Beaucoup de femmes, elles ne le font pas. Elles n'ont pas le temps. Surtout, elles ne voient pas l'importance de ça. Donc, si on pouvait les éduquer, et je vais proposer un autre workshop là-dessus, l'importance des petits moments à soi. Un café, un thé, lire un petit peu un livre, regarder un livre de cuisine, écouter un morceau de musique et danser. Quelque chose qui va vous donner un petit peu de positivité dans votre vie. Cultiver le lien social, valoriser l'empathie. Très, très important. Se brancher sur le positif. Je pense que quand on a fait face à un cancer, à des traumatismes comme j'ai fait face, alors là, le positif, tellement important. On ne voit que ça, on ne veut voir que ça. Et je répète cette petite phrase que je dis tout le temps, ça va aller. Quand mon amie Julie a eu son cancer, qu'elle était en chimiothérapie, que ça allait pas bien, qu'elle voulait arrêter, je lui dis, écoute, il ne reste plus que 2. Regarde tout ce que tu as accompli. Je sais, c'est dur, ça va être dur, mais ça va aller. Tu vas voir, tu vas récupérer très, très vite après la chimio. Ça va aller, c'est mon mot. Alors, je vous encourage de regarder cet article sur le Harvard Business Review France. C'est la résilience révélatrice de talent. Là, c'est du positivisme.
Il y a une série sur Netflix que j'aime beaucoup qui s'appelle Au secours de Béa. Et c'est l'histoire d'une femme qui commence à somatiser, qui a des problèmes de santé. Elle est en charge du service d'urgentologie dans un hôpital de Québec et elle a ce problème. Elle va, elle essaye de se faire soigner, ça ne marche pas, elle va voir un psychiatre, un psychologue et c'est tout le travail avec le psychologue pour comprendre ce qui s'est passé dans sa vie qui fait qu'elle est malade. C'est super intéressant. Moi j'ai adhéré à 150% parce que c'est ma vie, d'une certaine façon. L'émission dont je vous ai parlé, qui est disponible sur YouTube, ça commence aujourd'hui. Très, très intéressante. Puis il y a une association en France qui, moi, m'a beaucoup aidée, qui s'appelle Rose Up Association. C'est aussi un magazine qui a été créé par une journaliste qui a eu un cancer du sein et qui est vraiment, je dirais, là pour faire changer les choses. Ils arrivent à parler aux médecins, ils font de la recherche avec les médecins, ils arrivent à changer la façon dont les médecins travaillent avec les patients. On n'en est pas encore là au Canada. Très souvent, on est en face de quelqu'un qui vous prend un petit peu pour une analphabète hein, et qui vous dit bah, 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 et vous ne pouvez pas poser de questions, vous devez écouter. Moi, ça a été très difficile avec les médecins, hein, surtout les jeunes internes. Ils ne savaient pas mon background. Donc, moi, je voulais une approche intégrée de mon cancer. Ça n'a pas été possible, c'était juste médicamenteuse. Bon, je pense qu'on va arriver plus à cette approche intégrée dans les années qui viennent, c'est super important. Mais si quelqu'un que vous connaissez fait face à un cancer, très, très important d'aller voir un petit peu ce qui se passe avec cette association. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles intéressants et d'aides. Puis comme je le dis, ça va aller. Écoutez, je vous remercie beaucoup et puis j'espère que vous avez des questions, des commentaires. Ah, merci beaucoup, Françoise. Au départ, pour être honnête, j'avais pas une idée de quoi de quoi m'attendre dans ce workshop. Alors, j'ai vu que comment commencer après un échec. J'étais un peu vraiment très curieuse. Merci de partager ton parcours, de partager tes traumas, tes moments difficiles. Je veux vraiment te saluer pour ton courage, ta résilience. Vraiment, l'information, le contenu de ton workshop ou ton webinaire était vraiment très, très, très riche. Moi, je passais de beaucoup de traumas aussi. Même si assez jeune, j'ai 34 ans, j'avais pas vraiment des problèmes santé, mais vraiment, j'ai passé de beaucoup, 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 beaucoup de choses et je pouvais comment dirais-je, je trouve pas le mot en français, mais ça. Mon cerveau me joue quand je veux parler en anglais, je trouve pas les mots en anglais. Quand je veux parler en français, je trouve pas le mot en français mais c'est que I can relate. Tout ce que tu as dit sur la confiance en soi, l'estime de soi, la résilience, les chapeaux qu'on met chaque jour, so many, et on n'a même pas une fraction de seconde pour penser à nous, pour avoir ce petit café que tu as dit, un petit chocolat, une petite récompense, un petit cadeau de Valentine pour me dire à nous-mêmes que, OK, I love myself. On fait même pas ça. Des fois, on pense, moi, je suis maman. Quand on a des familles, si on prend un petit peu moins pour nous, on se sent guilty, coupable de ne pas donner ce moment-là à nos bien-aimés, à nos enfants, nos partenaires ou nos amis. On sait, non, non, we're here just to help them. On est là pour les servir. C'est comme ça, c'est comme ça, ils m'ont éduquée dans ma culture que je suis là pour faire plaisir à tout le monde, pour mettre tout le monde tout le monde sera confortable quand je suis là, c'est moi qui fais tout. Mais ton histoire, c'est vraiment, elle m'a made me reflect on me et penser à des choses pour mon avenir aussi. Je prends pas soin de ma santé, pour être honnête. Je prends pas mon petit déjeuner le matin. Je survis sur les petits cafés espresso. Vraiment, toute la journée, Mais maintenant, j'étais, avant d'immigrer au Canada, j'étais une coach de yoga, toute activité, toute vie, toute énergie. Mais maintenant, je trouve que non, je n'ai pas le temps, je suis toujours... Je cours. Maintenant, je suis entrée dans notre rencontre et j'ai mon travail aussi et j'aimerais bien vous entendre. Alors, vraiment, tu as mentionné d'aller faire des petites recherches, de lire des petites histoires, des petits modèles des personnes qui ont passé de ça. Ça nous ouvre l'œil et ça nous rend un peu plus conscientes de nos quotidiens, de chaque moment. Go ahead and enjoy it. Et ça me rappelait de mon mari.
je sais pas comment, I blame him. Désolée, vraiment, je suis désolée, mes mots sont pas là. I blame him parce qu'il prend son temps tout le temps. Whatever he's doing, il prend tout son temps. Et quand je Les hommes, commence, ça. nanana, oui, il me dit, Sausan, écoute, je m'amuse, hein, c'est ma vie, je dois prendre, je dois être conscient, mais moi, non, jamais, je ne suis jamais consciente de ce que je fais. I'm always in the go. Et c'est moi qui est toujours malade, c'est moi qui ai toujours du stress, c'est moi qui ai toujours je ne veux pas dire des problèmes mentaux, mais je suis la plus stressée, la dame qui a beaucoup de problèmes mentaux. Je suis toujours énervée, mais c'est pas moi, c'est la vie. Et moi, j'arrête pas à respirer. Merci, merci pour ce que tu viens de dire, ce que tu viens de nous montrer, ce que tu viens de nous partager. Je pense que je dois commencer à vivre autrement pour avoir ce que tu viens de dire quand tu as dit non, moi je veux pas être comme ces femmes-là, moi je veux être comme ces deux jeunes femmes qui veulent vivre, pas comme celle-là qui n'est pas bien après son cancer, elle a elle a tout lâché et peut même pas se battre. Mais merci beaucoup pour ça, c'est tout ce que j'ai à dire entre parenthèses. Merci. Bah, merci, Saousan. Je pense qu'il y a autre chose. Le fait qu'on soit des femmes immigrantes, on doit repartir à zéro. Donc, on veut essayer d'arriver à développer quelque chose, de revenir au niveau où on était, et on veut faire ça très rapidement. Donc, on va mettre de côté beaucoup de choses. On veut prouver qu'on est des gens valables et on veut trouver sa place dans la société, ici. Et c'est des fois pas si facile que ça. Donc, j'aurais voulu voir si, par exemple, dans l'incidence du cancer au Canada, si c'est plus élevé chez les femmes immigrantes ou pas. Je ne sais même pas si quelqu'un a regardé ça. Ça serait intéressant de regarder parce que je pense que quand tu es une femme immigrante, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Parce que le cancer du sein, c'est une maladie environnementale, ok? Vraiment la réponse du corps à quelque chose qui se passe, quelque chose qu'on fait mal ou qu'on n'arrive pas à faire correctement. Voilà. Je ne veux pas culpabiliser les gens, c'est la société qui fait que on se met des pressions. Et puis, il y a une autre chose bon, j'ai lu pas mal d'articles, regardé des choses sur TED. Je voudrais faire un autre workshop qui va être résilience et travail. Parce il y a quelques chercheurs, il y a des livres sur mettre un petit peu des petites activités de résilience dans votre travail qui va vous permettre d'augmenter votre capacité à travailler, votre efficacité, tout en n'allant pas au burn-out. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait ça, mais basé sur l'expérience que j'ai, j'aimerais travailler ça, j'aimerais développer ça. Parce que moi, je le fais. Moi, je le fais tous les jours à cause de mon cancer. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas le faire. Donc, peut-être mettre en place des activités ou des petits trucs. Je vais proposer ça à René, mais essayer de travailler là-dessus pour montrer, OK, vous voulez être des performantes, des femmes performantes, etc. Mais pour ne pas vous brûler, il faudrait me faire des petites choses. Ça prend quelques minutes par heure, mais ça va vous aider à tenir le coup et à continuer à avancer. C'est ça que j'ai appris en faisant ce workshop. J'ai dit, waouh, il y a quelque chose là à aller regarder, à mettre en place parce que c'est important. J'ai une petite chose à vous partager. Je ne sais pas si le temps, on est bien, Vas-y, on a Leïla? encore un peu. Ok. Bah, quand tu as mentionné la résilience au départ, je me rappelle que j'avais 27 ans et mon mari m'a fait un cadeau d'anniversaire d'aller. Je suis du Maroc et on a un sommet, le plus grand sommet de nord d'Afrique et le deuxième d'Afrique. Et lui, il a fait ça 6 mois, 6 fois, il a fait le sommet de la montagne. C'est vraiment très difficile. Il y a beaucoup de monde qui vient pour cette montagne-là. Lui, il est de la région, c'est pour ça qu'il la faisait beaucoup. Alors, quand on s'est mariés, il m'a parlé beaucoup de ça, de faire du trekking, de faire du hiking. On a fait des choses, mais j'avais toujours peur d'aller passer la nuit
à la montagne parce que dans un refuge, parce que, OK, il y a des loups, il y a des araignées, il y a des scorpions, il y a des, je sais pas quoi. Moi, je suis une fille de ville, je suis pas une fille aventureuse. Je fais pas ça. Mais il m'a dit, non, you have to go, you have to go, we have to go. On a fait ça, on a marché pour la première partie pendant 8 heures. Quelque chose que j'ai jamais fait. Je faisais du sport, mais pas de la marche dans les montagnes. Alors, quand on est arrivé, on est arrivé le soir et on a dormi. Alors, pour à l'aube, on va commencer la deuxième partie pour le sommet. Alors, qu'on est réveillé le matin, je pouvais pas marcher. My hips were like dead. Je pouvais pas marcher. Alors, j'ai dit que, écoute, allez, tu peux aller le faire. Moi, je vais plus faire. Je veux revenir de chez moi. Ça, c'est pas moi. Moi, je suis une fille gâtée. Je fais pas ça. Je suis malade maintenant. Alors, OK, just take your day. J'ai rencontré des filles américaines qui m'ont vu que je peux pas marcher. Ils m'ont dit, écoute, tu ne le fais pas aujourd'hui parce que tu vas pas y arriver. C'est vraiment, it's a dead end. Alors, on a passé la journée. Ici, on a fait des petites marches. Et après, vers le soir, il y avait les personnes qui ont fait la marche en haut à l'aube. Alors, c'est le temps de revenir. Et j'ai vu des femmes un peu âgées, vraiment des femmes âgées, des femmes de 70 ans. I was like, et j'avais 27 ans, je l'ai vu comment. Mais pourquoi moi je dis non? Mais pourquoi regarde ces femmes-là? Sont vraiment âgées, ils n'ont pas dit, OK, moi j'ai 70 ans, je ne vais pas faire. Mais là, ils ont fait ça, mais pourquoi moi je vais le faire? C'est ça, c'était ma première leçon de la résilience, vraiment. Je ne savais pas que je vais aller immigrer et j'ai besoin de cette résilience pour me trouver une place ici parce qu'on a fait, c'est vraiment, je ne pense pas que tout le monde peut le faire, on a fait vraiment un très good job settling here. Mais c'était vraiment ma vraiment première leçon pour apprendre quelque chose de moi, que je peux le faire, même si mon corps, des fois, il me dit que non. Just give it some rest et tu peux aller, tu peux faire. Ça a changé beaucoup de choses de ma vie, cette expérience-là, cette aventure. Il n'y avait pas de loup, il n'y avait pas d'araignée, il avait vraiment très, 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 très froid. Mais c'était bien, c'était super bien de voir ce modèle-là. Tu as mentionné de voir les bons modèles, les personnes qui ont fait ça, qui ont déjà arrivé à avoir ce goal-là ou ce but-là. Alors, quand j'ai vu ces dames-là, tout est changé, je l'ai fait. C'était hyper fatigant d'aller, vraiment hyper fatigant, très dangereux, mais I was very happy. J'étais vraiment très contente que j'ai arrivé au sommet. I was like, je suis fière de moi. Il y avait beaucoup de gens, toutes les âges. Je suis fière de moi. Je veux le faire et je le refais. Je le refais 2 fois. Alors, OK, ça c'était un pouce pour moi de trouver d'autres choses à ce jeune âge. À 27 ans, j'avais une petite fille. Je pensais que, OK, c'est ça la vie, mais c'était bien. Merci pour le partage. Je pense que c'est très important. S'il y a des femmes qui écoutent ce webinaire après, j'espère que ça va c'est pas motiver, mais leur montrer il y a des solutions, il y a de l'espoir. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Leïla? Non, je veux juste clore un grand merci, Françoise, de t'ouvrir, de partager ton histoire. C'est pas forcément facile également, et le cadeau même que tu nous fais à nous toutes aujourd'hui, de partager des moments complexes, plus que complexes même, des moments entre la vie et la mort, et comment en fait renaître, c'est exceptionnel. Donc un grand merci. Pour ça, je suis un peu émue même. Moi aussi, tu me Ouais, fais avoir ouais, les larmes aux yeux. ouais. Donc voilà, et juste pour revenir à Sausen également, une expression que j'adore en anglais, c'est mind over matter, la victoire de l'esprit sur la matière, et de se souvenir de la force de notre esprit, de la force de notre esprit, même quand le corps lâche, notre esprit est là, et c'est l'esprit qu'il faut cultiver, il faut pas lâcher. Donc c'est là-haut, le chakra en haut, faut pas le lâcher. C'est le plus important. Et donc voilà, un grand merci Françoise, et pour le cadeau, les cadeaux que tu nous as fait aujourd'hui. Et moi j'espère qu'on pourra t'entendre sur d'autres sujets et approfondir certaines choses. Il y avait des choses fascinantes comme sur le génome, la méditation, les gènes en action. Enfin moi je suis complètement fascinée par tout ça. Donc un grand merci encore une fois, et j'espère qu'on se réunira bientôt
pour partager justement des recettes gagnantes de vie Oui, avec toutes nos amies entrepreneurs. oui. Donc voilà. Et merci beaucoup parce que Paro me donne l'opportunité de créer ce que j'ai envie de créer. Et je pense que Paro a aussi une infrastructure. On en avait parlé avec Rose. Tu te souviens de la résilience et que beaucoup des programmes de Paro sont basés sur ces différentes étapes de la résilience. Et je pense qu'on est vraiment on va vraiment dans la bonne direction. Il faut juste que les femmes comprennent l'importance de prendre soin de soi. Voilà. Ouais. Merci Merci beaucoup. encore. Merci.